Flora Piranha, Roi Bombombe, Bowser, on a tous le souvenir d'un boss de Mario qui nous a marqué. Sauf que dans l'ombre, il y en a que vous avez tous oubliés. Alors avec Numis, on va mettre la lumière sur eux et vous rappeler des souvenirs profonds. La règle qu'on s'impose, c'est de montrer que des boss qui sont apparus au moins dans 2 jeux différents. Siroc. Si vous avez eu une Nintendo 64 dans votre enfance, vous savez de qui je veux parler. Vous vous souvenez du niveau du désert dans Super Mario 64, avec les tornades, les sables mouvants et ce putain de condor qui te chourave ta casquette? God, get away from me, bird. Ah! Oh no! He took my fucking hat! Eh bien Siroc se trouve ici, et plus exactement dans cette grande pyramide. Il faudra d'abord enfoncer les 4 piliers de la foi, ce qui vous permettra d'accéder à une entrée sur le toit. Une salle secrète jusqu'ici inaccessible vous sera alors ouverte. Et étrangement, vous vous rendez compte que cette salle est vide. Alors vous décidez d'avancer et de monter sur l'autel, quand tout d'un coup... Oui, voilà à quoi ressemble notre ami Siroc. Une main gauche et une main droite avec un nœud sur chaque paume. En y réfléchissant, son nom n'est donc pas anodin, puisque Si fait référence au cyclope de la mythologie grecque, et Roc Bon, t'as fait LV1 anglais au collège, je t'explique pas. Le combat en soi n'est pas compliqué, il suffit juste de frapper 3 fois à chaque main, tout en évitant de se faire écraser ou de se faire pousser dans le vide. Une fois vaincu, Siroc nous donna l'étoile de puissance avant de s'engouffrer dans un sommeil éternel, tout en nous proclamant au passage le nouveau pharaon. Merci. On pourrait croire que ce boss allait rapidement tomber dans les oubliettes, mais c'est pas tout à fait vrai. La seconde fois on a pu le revoir, c'était en 2004, soit 8 ans après sa première apparition, dans le remake DS de Super Mario 64. Puis 1 an plus tard, dans Mario Kart DS, où on peut l'affronter en tant que boss du niveau 2 du mode mission. Et après ça, plus de nouvelles, jusqu'en 2018, soit 13 ans plus tard, où sort Mario Tennis S6 sur Switch. Lors du mode histoire, vous devez à un moment vous rendre au sommet du pic à glace. Sauf que, pour y arriver, déjà faut jouer au tennis en plein milieu de la circulation, comme si c'était le bon moment, mais surtout vous devez combattre le golem de glace. Et surprise, ce golem de glace ressemble exactement à notre fameux Siroc, sauf qu'ici il est de type glace. Et petite subtilité de la part de Nintendo, on passe d'un combat plutôt simpliste dans Mario 64 à un combat horriblement dur, sa mère le bulldozer dans Mario Tennis. Je vous explique brièvement, il faut tout d'abord réussir à faire une dizaine d'échanges de balles sur un seul glissant, puis faire une frappe instinct sur une des 2 mains qui protège l'autre, ensuite refaire une frappe instinct sur l'autre main assommée pour lui faire retirer de la vie. Faites tout ce que je viens de dire 3 fois sans défoncer votre raquette et c'est fini. C'est easy, non? J'ai rien compris. Si vous arrivez à le vaincre, félicitations, vous pouvez sortir victorieux de ce match, après quelques raquettes pétées et de bonnes grosses tendinites, putain j'ai mal. Tatanga. Est-ce que vous vous souvenez de Super Mario Land? Mais si! Ce jeu avec la bonne vieille Game Boy en noir et blanc, où tu ne pouvais pas jouer dans le noir, sinon tu voyais que dalle. Hein. Et bien sûr sur ce jeu, est-ce que vous vous souvenez du boss final? Indice, c'est pas Bowser. Pour ceux qui n'ont pas connu le jeu, laissez-moi vous raconter un peu le scénario. Tout d'abord, Super Mario Land prend pas place au Royaume Champignon, mais à Sarasaland. Un monde totalement différent du Royaume Champignon, avec ses propres paysages, ses propres habitants, et Tatanga. Il est dit dans le manuel du jeu que Tatanga est un extraterrestre venu de l'espace pour conquérir le royaume de Sarasland, tout en capturant la princesse Daisy pour l'emmener à l'autre bout du monde, et en hypnotisant tous les habitants du royaume au passage. Après un long voyage et une fois avoir combattu le petit nuage au nom imprononçable, vous affrontez Tatanga accompagné de son vaisseau qui possède un nom, ma foi, discutable. Le combat est un shoot 'em up classique, il vous suffit juste de tirer sur le vaisseau de Tatanga tout en évitant ses projectiles. Un boss final classique mais original qui a dû marquer les joueurs de l'époque. On retrouvera Tatanga une 2e fois dans la suite du premier jeu, Super Mario Land 2. Dans la zone de l'espace, vous pouvez de nouveau l'affronter lui et son vaisseau en tant que simple boss. Bon, certes, il est pas autant mis en avant que dans le premier opus, mais on arrive toujours à le reconnaître. Avec le succès des 2 jeux sur Game Boy, on pouvait s'imaginer que Tatanga allait faire son apparition dans plein d'autres jeux et devenir un boss incontournable de la série des Mario. Eh ben non, à aucun autre moment on pourra l'affronter, il sera totalement absent dans Super Mario Land 3, et les 2 autres fois on pourra le voir, ou du moins son sprite, c'est en trophée dans Super Smash Bros Melee, en tant qu'esprit sur Super Smash Bros Ultimate, et voilà, on pouvait pas faire pire descente aux enfers que ça. Hein. Les Bégopics. Alors ce boss est un peu spécial. Avant de parler directement de Mario Kart Wii, il me faut d'abord établir le contexte. Dans Super Mario Galaxy 1 et 2, parfois dans certains niveaux, vous aurez la chance de croiser des petites toupies rouges toutes choupies, les Bégopics. À première vue, elles ont l'air inoffensives, et pourtant, préparez-vous à les détester, car elles n'hésiteront pas à vous foncer dessus à chaque fois que vous passerez dans leur champ de vision. Nani? Alors c'est bien tout ça, mais on est dans une vidéo qui parle de boss là. Tu veux en venir où avec ta toupie Beyblade? Elle est minuscule. Mais t'en fais pas, j'y viens. Est-ce que vous saviez que les Bégopics étaient devenus un boss à part entière, et ce dans un seul jeu? Dans Mario Kart Wii, à l'époque où les serveurs en ligne de la Nintendo DS et de la Wii étaient encore ouverts, pour rappel le jeu est sorti en 2008,
Il y a 12 ans donc, merci le coup de vieux, on pouvait participer à des petits défis proposés par le jeu dans le mode online, comme récupérer un certain nombre de pièces, passer des portes ou faire un circuit à l'envers. Et dans ces 10 défis, il y en avait une où on devait affronter ces fameuses toupies dans une arène dédiée exclusivement pour, avec une musique trop cool en prime. Le combat consistait à pousser les Begopics hors de l'arène façon Smash Bros, tout en évitant de se faire prendre en sandwich par ces dernières. Peut-être vous êtes dès lors tenté de rallumer votre Wii pour pouvoir refaire ce combat 12 ans plus tard. Sauf que, il y a un petit problème. Vous le savez, fin mai 2014, les services en ligne de Nintendo, de la DS et de la Wii ont fermé suite à la sortie de Mario Kart 8 sur Wii U. Ce qui veut dire que les missions de Mario Kart Wii sont désormais injouables. Ainsi, ce boss est officiellement disparu à jamais. Givros. Retournons une nouvelle fois sur Super Mario 64, mais cette fois-ci sur la version DS sortie en 2004. Pour terminer le jeu, en plus des étoiles à récupérer dans les tableaux, il va vous falloir libérer Mario, Luigi et Wario qui ont été enfermés par 3 sbires de Bowser dans des tableaux totalement inédits. Ainsi, pour finir le jeu, vous devrez affronter Goomboss, un Goomba gigantesque déjà présent dans Paper Mario, le Roi Boo, un des boss les plus connus de la série Mario apparu dans plein d'autres jeux, et enfin, pour sauver Wario, il vous faudra affronter un certain Givros. Vous vous retrouverez dans une arène totalement glacée. Face à lui, il est grand, imposant et n'a qu'une seule envie, vous péter la gueule. Le combat consiste à le pousser hors du stade à l'aide de coups de poing et de coups de pied bien placés. Après l'avoir dégagé 3 fois, Givros vous donnera la dernière clé nous permettant de libérer Wario, avant de fondre littéralement dans l'eau. Et c'est tout. Ce boss, il y a rien du tout d'intéressant. Il a aucun background. Sa seule caractéristique est d'être une version améliorée d'un ennemi dont tout le monde s'en bat les couilles. Il fait clairement pas le figure à côté des 2 sbires précédemment cités. La seconde et dernière fois où on entendra parler de Givros, c'est dans Mario Kart DS en tant que boss du niveau 6 du monde des missions, avec exactement les mêmes règles. Alors que ce soit clair, des boss populaires, même quand c'est juste une invention supérieure d'un ennemi commun, ça existe dans la série Mario. Je peux prendre par exemple le roi Bomb-Omb, le roi Womp, ou le roi Boo, encore une fois. Hein. Ils ont su évoluer au fil du temps, et les possibilités offertes pour pouvoir les caler dans des jeux sont nombreuses. Mais ici, quand t'as un simple power-up d'un monstre pas ouf du tout, et quand tes punchlines sont ta pilosité est peut-être correcte, mais tu manques cruellement de style. T'étais destiné à rester un boss de seconde zone. Épargne. Allez, on quitte les jeux de plateforme et partons dans le monde des RPG, avec la série des Mario et Luigi, qui contient pas moins de 150 boss sur les 5 jeux proposés. Avec un tel nombre d'ennemis à affronter, il est évident que beaucoup d'entre eux n'entrent pas dans les mémoires des joueurs. Mais avant de s'attarder sur Pargne, j'aimerais rapidement vous parler d'un boss qui m'a pas mal marqué, mais qui a été injustement mis aux oubliettes dans la série des Mario et Luigi, Grackwitz. D'abord devenu un simple sbire dans Superstar Saga, puis un vendeur de badges dans Partner in Time, pour enfin devenir un antagoniste à part entière dans Bowser Inside Story, ce personnage a clairement réussi à marquer un bon nombre de fans de la série. Je veux dire, le type a quand même réussi à créer une épidémie dans tout le royaume champignon. Le mec il ne rigole pas. Mais depuis 2009, il a été complètement effacé dans les 2 derniers opus. Vraiment dommage car il était selon moi un des meilleurs antagonistes de la série Mario. T'as pas oublié les remakes sur 3DS? Chut, ça compte pas. Bref, l'instant nostalgie est terminé, revenons au sujet principal. Dans Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance, à un moment dans le jeu, vous ferez la rencontre de Pargne, un brigand ayant pour but de voler tous les trésors du royaume de Vegesia. Et vu son look qui n'a pas l'air commode, et surtout pas très malin. Mais pourtant, préparez-vous à en baver car les affrontements contre lui seront très longs. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres boss du jeu qui ont généralement une base solide en points de vie et des attaques qui cassent des bouches, Pargne lui possède des attaques avec une puissance minable alors qu'il dispose d'un nombre de points de vie beaucoup trop grand. Est-ce que vous sentez le fun arriver? Mais le pire c'est que vous ne devrez pas l'affronter qu'une seule fois. Ici c'est non pas 2, non pas 3, mais 4 putains de fois. Et il sera toujours aussi nul qu'apporte votre progression. Un véritable running gag. Mais ce n'est pas fini pour autant, puisqu'il fera son comeback 10 ans plus tard dans Mario Luigi Dream Team Bros. En se rendant à Evoli, une des villes du jeu, vous croiserez le fameux voleur essayant de braquer une simple maison. Il décidera de vous engager en tant que nouvelle recrue pour l'aider à réduire en purée l'agent de sécurité de la dite maison. Bon, spoiler alerte, ça n'a pas marché. Pargne fera toutefois une dernière petite apparition dans Superstar Saga sur 3DS, et c'est tout. Ce qu'il est de triste, c'est qu'il y a peu de chances pour qu'on puisse le revoir un jour, et ce pour 2 raisons. Premièrement, et la plus logique, la faillite d'Alpha Dream qui présage rien de bon quant à l'avenir de la série. Et deuxièmement, et c'est le pire, notre brigand s'est fait totalement voler la vedette par un autre personnage en 2012, Carotin. Et je pense que ce personnage vous parle bien plus que Pargne à l'heure actuelle. Contrairement à ce dernier, il a eu le prestige d'apparaître dans beaucoup d'autres jeux. Des jeux de plateforme, des jeux de sport, des jeux de combat, et même dans le dernier épisode de Mario et Luigi. Là on a atteint la limite de la provocation. Scarabos.
En faisant cette vidéo, on voulait absolument parler d'un des boss de Mario Galaxy 1 et 2. Bien que la plupart ont fait leur apparition exclusivement dans ces deux jeux, certains ont su marquer les joueurs encore aujourd'hui. C'est le cas notamment pour Polta dans la Galaxie des Fantômes, qui est considéré pour certains comme un, si ce n'est le boss le plus dur du jeu. En parcourant la liste des boss du premier Mario Galaxy, on est tombé sur un dont on a totalement oublié l'existence. En atterrissant au royaume des abeilles, pour aller récupérer la 3ème étoile, on vous demandera de littéralement exterminer le clan Scarabée, qui sont venus envahir le royaume des abeilles. Après avoir volé vers l'île voisine, un scarabée vert immense vous tombe dessus. Il a un seul objectif, vous bouffer tout cru. C'est Scarabos, le chef du clan Scarabée. Pour le vaincre, c'est tout simple. Il vous faudra faire des charges au sol sur son dos avec l'aide du costume abeille. Après l'avoir écrasé une première fois, il se mettra à voler et à balancer des bombes à partir de son abdomen. Ouais, c'est dégueulasse. Refaites 2 charges au sol sur son dos et il sera vaincu, lâchant une super étoile qui vous permettra de continuer votre aventure. Bon, vous le savez, c'est un des premiers boss du jeu. Son affrontement n'est pas compliqué et mémorable. Enfin, pour moi, la seule difficulté pour le battre n'est pas le boss en lui-même, mais ce putain de costume abeille avec sa maniabilité horrible. Ouais, on peut le comprendre assez vite, ce boss est très peu ouf. Il est plutôt considéré comme un tuto qui nous apprend à comment bien utiliser le pouvoir de l'abeille. Toutefois, Scarabos sera présent dans le second opus de Mario Galaxy, cette fois-ci dans le monde Siri-sidéral, sauf que pour y accéder, pas de phase de plateforme. Mieux, et attention, vous êtes pas prêts, hein. Vous devez donner 70 pièces au goinfre l'humain pour qu'il fasse apparaître la planète où se trouve le monstre. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous devez dépenser 70 pièces pour pouvoir combattre un boss qui se fait démonter en même pas de 2 minutes. Et sincèrement, je pense pas me tromper en vous disant que ce qui est le plus dur entre combattre le Scarabos et nourrir le goinfre l'humain, c'est clairement la deuxième option. T'as pas le droit à l'erreur. Si t'oses oublier une serait-ce qu'une seule petite pièce, t'es baisé. Et voilà pour cette petite liste de boss oubliés. Alors je sais qu'il en existe des bien plus méconnus, mais je vous rappelle qu'on a pris des boss apparus dans 2 jeux minimum. Si on avait pris des boss présents dans un seul jeu, la vidéo aurait été beaucoup plus longue au vu de la liste énorme de boss que j'ai trouvé sur le wiki de la série Mario. Mais après je me demande, est-ce que ces boss qu'on vous a présentés n'ont pas une chance de refaire surface dans les années à venir? On l'a clairement vu avec Sirok qui a refait son apparition, je le rappelle, 13 ans plus tard, et qui a fait réjouir pas mal de joueurs de l'époque. Si c'est le cas pour celui-ci, pourquoi pas pour un autre? Peut-être aura-t-on le plaisir de revoir Pagne dans un futur Mario Luigi quand la série reviendra sur nos consoles, ou pourra-t-on réaffronter Tatanga dans un combat naval en se souvenant des bonnes vieilles heures qu'on a passées sur notre Game Boy. Merci la nostalgie. Si vous voulez qu'on s'attarde sur les boss méconnus d'une autre saga de jeux vidéo, bah n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour et l'abonnement à Trash Bandicoot. C'était Numis et Aspaz, allez les amis, ciao!